c'est évidemment très présent parce que on porte une attention particulière au fait de se laver les mains, de porter un masque, notamment quand est-ce qu'on se lave les mains, avant, après. Alors, dans les visites à domicile, c'est une réflexion à chaque fois qu'on passe une porte. Hein, donc, bon. Moi, je m'attache à montrer notamment aux gens, particulièrement à domicile, mais au cabinet aussi, hein, que je me lave les mains. Donc, je le fais vraiment volontiers devant eux pour qu'ils le voient, parce que je pense que c'est un élément éducatif, et puis parce que je me dis que voilà, c'est un geste qui est là, et de le montrer, c'est un élément rassurant pour ceux qui sont inquiets. Et en même temps, il y a des gens pour qui, enfin moi j'ai vraiment constaté hein, pendant toute cette période-là, il y a des gens pour qui c'était devenu complètement obsessionnel. Enfin vraiment, c'était un élément d'inquiétude extrême qui moi me paraissait en partie déraisonnable. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment assisté à des gens qui me racontaient la manière dont ils géraient l'hygiène quand ils sortaient, mais parfois même chez eux. D'une manière, en fait, on avait l'impression qu'ils appliquaient des consignes de soignants de réanimation chez eux, donc des choses qui, moi, me paraissaient déraisonnables. Voilà, et inversement, j'ai eu plein de récits de patients à domicile qui me racontaient que les intervenants du domicile, évidemment, se lavaient franchement les mains en arrivant, ne portaient pas toujours de masque, refusaient de le porter, enfin, ce qui évidemment alimentait l'inquiétude de manière importante. Voilà. Et voilà, donc ça c'est la question de l'hygiène. Et en même temps, pour moi, c'est important que toute la consultation ne tourne pas autour de ça, sauf pour les gens qui viennent spécifiquement pour ça. Mais le fait de continuer à ce que les gens prennent soin de leur santé et puis simplement vivent, enfin, restent vivants avec des envies, des relations, même si elles étaient que téléphoniques pendant le confinement. Et donc, essayer, en tout cas, de remettre la question de l'hygiène dans une proportion suffisamment juste, qu'elle ne prenne pas toute la place. En tout cas, moi, c'était un de mes soucis. Il y a une forme de facilité à trouver une place à l'hygiène quand on est médecin. Parce qu'on a une connaissance de ce que c'est qu'un microbe, de vivre avec les microbes dans un environnement en fait rempli de microbes, et on a appris à le gérer en se disant l'environnement est sale, mes mains sont propres, je peux soigner. Et je peux soigner, assurer ma propre sécurité et la sécurité de la personne que je soigne. Je me suis rendu compte qu'en fait, cette vision qui fait partie de l'éducation des médecins, c'est pas quelque chose qui est facilement appréhendé à la fois par l'ensemble des professionnels, mais aussi par la population générale. Et donc, cette juste place de l'hygiène, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très important. C'est à la fois de développer, alors l'éducation, c'est un mot qui est un peu fort, mais en tout cas, une transmission de savoir, de faire basculer ce savoir que détiennent les médecins aux usagers, enfin je veux dire à la population générale, et aussi aux professionnels du soin au sens large, de l'accompagnement, pour qu'ils puissent appréhender à la fois leur sécurité et la sécurité des autres dans une juste place. Après, je pondère mon propos en disant que les médecins, on a une formation effectivement intrinsèque là-dessus. Après, la notion d'hygiène est très importante, mais elle est très culturelle. Et on a cette perception-là comme étant une perception juste du rapport à l'hygiène, en se disant, bon, aujourd'hui, l'hygiène, c'est la médecine. Peut-être que finalement, c'est quelque chose qui peut être un peu relativisé dans d'autres cultures et dans d'autres environnements moins hygiénistes. Après, on a pu voir pendant la crise, alors à la fois une collaboration entre la ville et l'hôpital et le sanitaire et le médico-social, mais cette collaboration n'était peut-être pas suffisante pour assurer, et c'est ce que disait Domitil tout à l'heure, pour assurer
aux professionnels qui ne sont pas médecins et aux usagers une forme de sécurité et d'éducation d'emblée autour de ce sujet-là. En EHPAD, j'ai pu voir et je continue de voir une problématique d'approvisionnement en gants. Or, il n'y a pas lieu d'utiliser plus de gants en période de pandémie Covid qu'en dehors de la période de pandémie Covid. Donc, cette problématique-là, quelque part, elle ne devrait pas exister aujourd'hui. Mais elle est bien présente et on se dit qu'il y a quand même un travail à faire autour de la transmission de savoir entre les professionnels de différentes fonctions, de différents lieux d'exercice et les professionnels et la population générale. Et je partage tout à fait avec le docteur Moreau ce côté extrêmement stressant et puis je veux dire des mises en place de procédures de nettoyage systématique des aliments avant qu'ils rentrent dans les domiciles. J'ai vu dans les EHPAD la mise en quarantaine de courriers pendant une durée certaine. On pourrait se dire, en tant que professionnel de santé médecin, que le lavage des mains suffit à éviter la contamination par l'environnement. Et force est de constater que ce message-là, en fait, n'est pas appliqué dans l'ensemble des structures. Et je dirais que c'est peut-être probablement un peu dommage. Moi, j'ai plusieurs points sur cette question de l'hygiène. Le premier, c'est que effectivement, il y a quelque chose d'un peu stressant probablement, mais pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que on est obligé d'intégrer de nouvelles habitudes et de nouvelles habitudes très concrètes dans on est habitué à se serrer la main, on est habitué à se faire la bise, on est habitué à une proximité physique que les gestes barrières empêchent. Et donc, il y a dans cette intégration progressive de nouvelles habitudes qui est nécessairement lente, une espèce de dissociation entre ce qu'on sait et ce qu'on essaie d'intégrer et ce à quoi on est naturellement porté parce que ça fait partie de nos habitudes individuelles, mais sociales et culturelles aussi. Vous savez très bien que la distance qu'on considère normale entre deux personnes qui se parlent dans les sociétés, elle varie beaucoup selon les sociétés, donc il y a une dimension qui dépasse bien même notre éducation individuelle. Donc cette dimension sociale ou presque anthropologique, elle est importante. Et vous savez qu'il y a eu ce débat sur est-ce qu'il faut parler de distanciation physique ou de distanciation sociale, et beaucoup de gens ont critiqué le fait qu'on parle de distanciation sociale. Pour autant, c'est quand même une distanciation sociale que beaucoup de mesures de santé publique ont créé, ont entraîné. Donc, n'atténuons pas non plus par peur de certains termes des choses qui se sont produites. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, on a beaucoup observé à la fois énormément de conseils d'hygiène et de conseils de mesures à prendre, que ce soit pour les professionnels du secteur sanitaire ou médico-social ou pour l'ensemble de la population. À la fois des mesures un peu générales et puis des questionnements sur ce qu'on fait concrètement. Et l'exemple que vous donniez sur les courriers ou sur les courses, nous on a beaucoup eu sur les livraisons, sur les courses, qu'est-ce que je fais quand je reviens des courses, et on a vu effectivement des gens mettre en place pour eux-mêmes des procédures parfois très 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 strictes, notamment quand elles avaient quand elles allaient chez une personne vulnérable ou quand elles vivaient avec une personne vulnérable ou malade chronique par exemple, la peur de la contaminer. Mais je pense que c'est aussi, il n'y a pas que quelque chose d'irrationnel là, il y a quelque chose de vouloir protéger un proche vulnérable. Et puis, il y a la traduction d'une information ou de messages de santé publique généraux
vers les gestes de la vie quotidienne. Et ça, pour le coup, on l'a pas vu énormément de savoir comment on fait. Si on nous a dit quoi faire quand on allait faire nos courses, était un peu moins clair de savoir ce qu'on faisait en recevant une livraison ou avec les courses en rentrant chez soi. Donc l'exemple que vous donniez du courrier m'intéresse aussi, parce que on s'est interrogé par moments les uns et les autres sur la traduction concrète dans la vie courante de ces messages, et les réponses qu'on a pu trouver n'étaient pas toujours tout à fait harmonieuses. Alors après, cette question de l'hygiène, il y a deux autres éléments, je trouve, à prendre en compte pour bien l'appréhender. Le premier, c'est qu'on a quand même été dans une situation de pénurie de matériel de protection au plan national, qui, me semble-t-il, a occasionné beaucoup de colère. De colère de la part de gens qui étaient eux-mêmes au contact de malades potentiels, et je pense notamment aux professionnels dont un certain nombre ont pu être contaminés eux-mêmes parce qu'ils ne bénéficiaient pas des matériels de protection adéquats. Nous, on l'a constaté, y compris dans des services hospitaliers qui n'étaient pas équipés au début et où il y a eu des contaminations de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants, de personnel administratif également. Et puis, une colère teintée d'incompréhension voilà, par rapport à la façon dont cette pénurie a pu être gérée ou expliquée. Donc ça, avec une évolution de doctrine liée à l'évolution de l'épidémie, mais aussi liée à la difficulté d'approvisionnement. Et donc cette difficulté à comprendre et ce sentiment de colère, hein, légitime ou pas, moi, mon point n'est pas de le juger ici, et me semble à prendre en compte aussi dans les réactions qu'on peut voir par rapport aux recommandations d'hygiène générale. Mon quatrième point, je vais aller vite, mais il me semble important, c'est que il y a une anthropologue de la santé américaine qui s'appelle Susan Sontag, qui a montré dans les années 70 qu'à chaque époque de l'humanité, les sociétés ont eu besoin d'avoir une maladie qui cristallisait les angoisses, les anxiétés individuelles et collectives. Ça a été la peste, le choléra, plus récemment le cancer, le sida. Moi, même dans mes travaux, j'ai montré qu'au début du XXe siècle, c'est très probablement et très visiblement la maladie d'Alzheimer et les démences qui sont devenues ce que Susan Sontag appelle une maladie mythique, pas au sens où elle est imaginaire, mais au sens où c'est plus simplement une maladie, au sens où elle cristallise, elle devient une métaphore, elle devient l'emblème d'un certain nombre d'angoisses. Je crois que très très rapidement, en quelques semaines, du fait de son caractère mondial, du fait de son étiologie relativement inconnue, du fait de l'absence de traitement, le Covid a fait flamber les imaginaires. Et donc même si en parlant d'hygiène, on parle d'une certaine façon d'aspects qu'on peut observer, objectiver et dont on peut parler rationnellement. Il y a une dimension d'imaginaire dans cette maladie, dans le vécu de cette maladie, qu'à mon avis, il ne faut pas négliger. D'autant plus que Susan Sontag le montrait pour le cancer et pour le sida, mais vous voyez très bien que ça a été le cas pour le Covid. Il y a un certain nombre, dès qu'une maladie devient mythique, il y a une terminologie guerrière, il y a un imaginaire guerrier qui se met en place. Et en France, tout particulièrement, cet imaginaire, il s'est particulièrement mis en place avec cette figure de l'ennemi invisible. Et si l'ennemi est invisible, ça suppose que les personnes qui sont contaminées sont porteuses d'un ennemi invisible, ce qui explique certaines réactions par rapport aux malades. Pensez aux réactions xénophobe au début de l'épidémie vis-à-vis de la communauté asiatique. Pensez aux réactions, on a applaudi les soignants tous les soirs à 20h, mais il y en a aussi certains, et ils sont nombreux, qui ont trouvé dans leur boîte aux lettres des mots, ou sur leur voiture des mots moins aimables de gens qui leur demandaient de rester à distance pendant l'épidémie. Donc ça fait, c'est une maladie mythique, elle fait surgir et ressurgir des angoisses individuelles et collectives et des choses qui ne sont pas forcément très rationnelles, où l'imaginaire est très présent. Et je pense que c'est
un élément à prendre en compte aussi quand on parle de l'hygiène et des règles à prendre pour essayer de limiter les contaminations, c'est que par rapport à une maladie qui devient une maladie mythique, qui n'est plus juste une maladie, mais à quoi vient se superposer une dimension d'imaginaire assez puissante, ça forcément ça surdétermine nos réactions par rapport à ça, et selon la façon dont on est plus ou moins sensible à cet imaginaire-là, et selon le sentiment qu'on a d'être soi-même plus ou moins vulnérable.